Bonjour Laurent Pagnitis. Bonjour. L'onde de choc causée par la mort de Liana continue de se propager. Hier, Sébastien Lecornu a reçu les députés à l'origine du texte transpartisan pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'on se dirige vers une session extraordinaire du Parlement en septembre pour débattre de cette loi ? Effectivement, je vous confirme, le Premier ministre a reçu celles et ceux qui ont rédigé ce texte dit loi intégrale. Pour dire quoi ? D'abord parler du fond, c'est-à-dire quelles sont les mesures essentielles que nous devons prendre en compte pour faire en sorte d'apporter une réponse à ce qui sera une véritable révolution culturelle, sociétale, la manière dont nous appréhendons les violences sexistes et sexuelles envers les femmes et les enfants. Mais est-ce qu'elle va être mise sur la table concrètement, cette loi ? On a senti Sébastien Lecornu assez réservé en disant que finalement, ce n'est pas cette loi qui aurait permis d'éviter le drame de la jeune Liana. On sent également Emmanuel Macron... pas encore tout à fait prêt à décider de cette session extraordinaire pour septembre. C'est lui qui peut le faire. Est-ce qu'il va le faire ? Qui décide cette session ou pas ? La réponse du gouvernement à celles et ceux qui ont rédigé ce texte était claire hier. C'était de dire oui, il y aura une réponse intégrale à cette problématique. Quel sera le moyen ? Quel sera le vecteur ? Est-ce que ce sera cette proposition de loi ? Il y a déjà un projet de loi qui a été mis sur la table, passé en Conseil des ministres, celui sur la protection de l'enfance. Le Premier ministre a dit hier clairement qu'il va être amendé, complété déjà par le gouvernement, il pourrait l'être par les députés. Nous attendons aussi quelque chose d'important. Mais là, quand vous dites ça, on a le sentiment d'une vente à la découpe de cette loi intégrale qui pourrait être insérée dans cette loi. J'entends et je comprends cette crainte. Et cette réunion d'hier était importante pour ça. Ce que le Premier ministre a dit aux députés que nous avons reçus, c'est « nous allons apporter une réponse intégrale, nous verrons après de quels moyens. D'abord, mettons-nous d'accord sur le fond et pour cela, attendons les réponses des enquêtes. Il y a 3 enquêtes en cours sur le drame qui vient de se dérouler. Ensuite, les réponses du Conseil d'État sur le texte dit loi intégrale. Et ensuite, collectivement, nous apporterons une réponse effectivement intégrale. Mais avec quels moyens ? La forme, si vous voulez, ça viendra après. Donc vous ne confirmez pas aujourd'hui que cette loi, elle sera débattue à l'Assemblée nationale, aussi bien à la session extraordinaire de juillet qu'en une session possible en septembre. Pour l'instant, à ce stade, elle n'est pas inscrite. Le Premier ministre a dit qu'il ne voyait pas de difficulté à ce que nous y inscrivions une loi supplémentaire, une proposition de loi, ou même un projet de loi, peut-être supplémentaire à celui sur la protection de l'enfance à l'automne. Mais il souhaite faire les choses dans l'ordre. D'abord travailler sur le fond, se mettre d'accord collectivement sur le fond, et ensuite nous verrons la forme que prend l'engagement du gouvernement. Emmanuel Macron a reconnu un dysfonctionnement de la justice concernant l'affaire Liana, mais il a eu aussi ces mots lors d'un récent Conseil des ministres. On ne répond pas à un drame par des cris. C'est une erreur pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui dit on a le droit d'être en colère quand on fait de la politique, il faut être à l'écoute de la société. Est-ce que d'une certaine manière, elle ne dit pas que le président est déconnecté des Français ? Je ne sais pas ce que veut dire Mme Braun-Pivet du président de la République, je la laisse responsable de ses propos. Moi, ce que je vous dis, que oui, effectivement, quand on fait de la politique, il faut en permanence rester connecté aux Françaises et aux Français. Enfin, le drame de la petite Liana, il touche tout le monde. Chaque Français est touché viscéralement par ce qui vient de se passer. Par contre, il faut, comme le dit très justement le Premier ministre, avoir le cœur chaud et le sang-froid quand il s'agit de répondre à ce type de problématique. Parce que c'est une véritable, je le redis, révolution culturelle et sociétale, la manière dont on appréhende les violences sexuelles et sexistes faites aux enfants et aux femmes. C'est une réponse polymorphe qui touche l'éducation nationale, qui touche la formation. Oui, il faut une réponse intégrale. Le moyen est accessoire. Ce qui compte, c'est que sur le fond, on se mette d'accord. Il va y avoir donc un rapport d'inspection qui a été lancé par Gérald Darmanin qui devrait rendre ses conclusions vendredi. Est-ce que vous êtes favorable en parallèle à la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Liana ? Écoutez, c'est de la responsabilité des parlementaires de décider ou pas d'une commission d'enquête. Je vais pas, moi, en plus, ministre des Relations avec le Parlement, m'immiscer dans leurs décisions. Chaque commission d'enquête est décidée, doit aller au bout. De toute façon, tout éclairage qu'on pourra faire sur cette affaire ou d'autres apportera des éléments pour enrichir la réflexion sur une réponse intégrale à cette révolution que nous devons mettre en place, qui prendra du temps. Ça ne se fera pas en 15 jours ou 3 semaines. Est-ce que nous avons un problème en France sur la question des violences sexuelles et sexistes faites aux enfants et aux femmes? La réponse est oui. Est-ce que ce gouvernement va y apporter des réponses? On commence le 15 juillet avec la loi sur la protection de l'enfance. Est-ce que ça suffit? Non. Donc la loi intégrale est une proposition intéressante. Juste un mot encore sur Gérald Darmanin. On voit qu'il est la cible aujourd'hui des oppositions qui demandent sa démission. Quand la justice dysfonctionne aussi gravement, celui qui est à sa tête, est-ce qu'il n'est pas politiquement responsable ?
Écoutez, je ne pense pas que la nature de M. Darmanin soit de se cacher derrière son petit doigt. Il a eu des responsabilités depuis très longtemps, de hautes responsabilités. C'est un homme politique solide, c'est un homme politique responsable. Et est-ce qu'on peut en revanche le mettre seul responsable de ce qui vient de se passer? Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut qu'on prenne un peu plus de hauteur. Il sera utile, sa connaissance et son expertise sera utile dans les réponses que nous aurons apportées. Et nous l'avons eu hier autour de cette fameuse table où nous avons reçu celles et ceux qui ont écrit le projet de loi intégral. Nous avons besoin de ces personnalités politiques de grande expérience qui ont été aussi ministres de l'Intérieur, par exemple, pour répondre sur M. Darmanin, pour essayer d'enrichir le débat et faire en sorte qu'on délivre un texte qui répond à cette problématique. Sébastien Lecornu donc, a mis sur la table effectivement ce projet de loi sur la protection de l'enfance qui doit arriver à l'Assemblée le 15 juillet, c'est ça. De fait, ça semble quand même, on en parlait au début, rivaliser un petit peu avec la loi intégrale. On a quand même ce sentiment que Sébastien Lecornu, il privilégie les initiatives du gouvernement plutôt que celles des députés. Est-ce qu'il n'est pas en train de court-circuiter le Parlement? On sait que François Bayrou, par exemple, était beaucoup plus ouvert aux propositions de loi, c'est-à-dire issues des députés. Oui, c'est exactement l'inverse. Écoutez, reprocher à un Premier ministre de privilégier les projets de loi du gouvernement plutôt que ceux des parlementaires, c'est un reproche qui pourrait être étonnant. Non, les projets de loi du gouvernement, celui sur la protection de l'enfance, a été mis sur la table avant même l'affaire Liana. Donc c'est la preuve que le gouvernement se saisit cette problématique. Maintenant, c'est vrai que la protection de l'enfance va traiter d'une partie de la problématique, pas tout, pas de manière intégrale, et que peut-être il serait intéressant de le compléter. Mais pour cela, il faut du travail. Et d'ailleurs, je dois dire que le Premier ministre a donné rendez-vous après les conclusions du Conseil d'État à tous les députés qui ont écrit ce texte pour refaire le même format, tous les ministres, tous les parlementaires, pour débattre de l'intégralité de la réponse. Il y a aussi le texte sur la fin de vie qui doit repartir au Sénat avant la lecture définitive à l'Assemblée nationale le 15 juillet également. Oui. Vous maintenez que cette loi, elle sera votée avant l'été? Oui, je maintiens. Cette loi sera votée le 15 juillet. Il est important que maintenant nous puissions dire ce que pense la représentation nationale de manière définitive, après 4 ans de travaux sérieux, intenses, dans le respect de la diversité. Et d'ailleurs, je veux saluer le bouger de la commission qui a retiré ce qu'on appelle la pénalisation de ce texte, les 2 délits, le délit d'entrave et le délit d'incitation, qui créent de la crispation. En commission, ce sujet a été retiré. Je pense que ça sera source d'apaisement. Et nous verrons bien ce que les parlementaires en feront. En tout cas, moi, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, je ne vais pas parler en tant qu'ancien co-rapporteur et soutien de ce texte. Ce que je veux, c'est qu'enfin, nous ayons une décision définitive. Bon, avant l'été, on a entendu le projet de loi aussi dit casseur-payeur en réponse aux violences survenues lors de la finale de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça sera débattu quand? Alors, le sujet vient d'être mis sur la table. La question de savoir si, quand on casse quelque chose, on doit le réparer. Je pense que c'est un sujet qui est plein de bon sens. La question est de savoir comment, par quel biais. Et là, ça devient très politique. Je pense qu'on a besoin de temps pour analyser et pour offrir une réponse aux Françaises et aux Français. Mais encore une fois, le gouvernement va proposer quelque chose, mais ce sont les parlementaires qui vont voter. Il y a le budget aussi qui se profile avec les mêmes difficultés que l'an passé, puisqu'il n'y a toujours pas de majorité. Dans vos échanges avec les socialistes, est-ce que vous sentez qu'il y a une voie de passage? Vous vous dites, à quelques mois de la présidentielle, c'est mission impossible? Écoutez, il y a un an, un peu moins d'un an, on me disait déjà mission impossible. Nous avons quand même réussi à faire voter un budget de la sécurité sociale, faire adopter avec un accord de non-censure un budget de l'État. La tâche est tout aussi difficile dans un contexte différent, c'est-à-dire un contexte de pré-présidentiel. Ce sera difficile, mais vous pouvez faire confiance au gouvernement et au Premier ministre en particulier pour faire tout pour trouver ce compromis, cet accord. Et moi, je veux faire confiance à l'intelligence collective. Elle existe à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que nous trouvions un chemin. Ce chemin, est-ce que ça peut passer par un 49.3? C'est ce que demande Yaël Braun-Pivet, c'est ce que demande aussi François Hollande notamment. Est-ce que c'est la solution? Oui, il le demandait déjà il y a un an. Ce sera peut-être la solution. C'est le Premier ministre qui décidera de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous devons trouver un compromis en amont avant, encore une fois, de décider de l'outil. Il va falloir travailler sur le fond. Est-ce que le gouvernement pourrait aussi recourir aux ordonnances? Ça aussi, c'est sur la table? Ça fait partie des outils, de tous les outils possibles. Il n'y en a pas 50. Il y a la loi spéciale qu'il faut écarter. Vous l'écartez ce matin? Elle ne nous permettrait pas aujourd'hui, par exemple, de répondre à toutes les crises que nous affrontons avec la nécessité de débloquer des moyens budgétaires. On l'a vu sur la crise du carburant. Sous loi spéciale, nous n'aurions pas pu faire ça. Alors, donc, je résume, 49.3 ou ordonnance? Oui, ou un vote. Non, allez, je suis peut-être trop optimiste sur le vote, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'abord, on négocie sur le fond.
et ensuite, nous verrons quel est le moyen. Un tout dernier mot, vous lancez ce matin l'application Agora. Oui, merci. Elle permet aux Français de poser leurs questions au ministre. Chaque semaine, la question recueillant le plus de votes sera transmise au ministre compétent qui répondra publiquement via une vidéo. Oui. Est-ce que ce n'est pas un petit peu cosmétique? Non, pas du tout. L'idée, c'est ma fonction de ministre des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. C'est un outil de participation citoyenne qui veut recréer du lien entre le citoyen et le politique, un lien qui est un petit peu brisé, si je puis dire. Et donc, c'est très simple, vous l'avez dit. 2 objets. 1, les citoyens peuvent poser des questions directement et la question la plus populaire sera retenue par eux-mêmes. Le ministre, toutes les semaines, compétent répondra. 2, les ministres eux-mêmes, pour élargir leur source de réflexion au-delà des experts quotidiens, peuvent consulter les Françaises et les Français au travers de cette application sur le thème qu'il a choisi. Donc c'est un aller-retour entre citoyens et gouvernement directement qui n'existait plus, qui avait existé. Elle avait été mise en place en 2023, mais pourquoi elle a été arrêtée? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, le ministre des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, je suis content aujourd'hui que vous me permettiez de l'annoncer. Eh bien, merci Laurent Pannifous. Bonne journée à vous. Merci.